à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle table ronde. Je suis Arthur Leden, journaliste à Madines. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Marion Jort, journaliste à Agora, le panorama du médecin, pour évoquer un sujet on ne peut plus actuel. Bonjour Marion. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Alors, déserts médicaux, délais d'attente interminables, les inégalités d'accès aux soins sont un fait établi aujourd'hui dans la société. La crise sanitaire nous conduit à rivaliser d'imagination pour résorber le fossé. Des innovations ont vu le jour. La question maintenant, c'est sont-elles suffisantes pour le résorber? C'est ce qu'on va aujourd'hui décrypter avec nos trois intervenants. Abdelali El-Badawi, bonjour. Vous êtes président de l'association Banlieue Santé qui œuvre pour davantage d'inclusivité en la matière. On a Aude Niadanou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de la start-up L'Hôpital qui cherche à impliquer les usagers du système, du système de soins dans la recherche de solutions. Et enfin, Erwan Berthélémé, bonjour. Bonjour Arthur. Vous êtes le directeur de l'innovation d'AEMA Group, dont fait notamment partie la Massif. Alors, avant d'évoquer les solutions potentielles, on peut peut-être commencer par dresser un état des lieux de l'égalité de l'accès aux soins en France. Abdelali, je me tourne vers vous. Vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce que vous constatez au quotidien ? Tout d'abord, en réalité, les inégalités sociales de santé sont là depuis bien longtemps. Elles vont encore davantage se creuser puisque, on le sait, la Covid a fait que beaucoup de patients ne vont plus se soigner, ne vont plus voir les spécialistes, les médecins. Et il faut rappeler un chiffre, c'est 11 ans. 11 ans d'espérance de vie entre un ouvrier et un cas de sup, donc entre riches et pauvres en France en 2021. Et donc pour nous, c'est nécessaire d'être au plus près de ces habitants et de les connecter aux dispositifs de santé. Aude, c'est en constatant des dysfonctionnements finalement que vous avez décidé de passer à l'action quelque part. Oui, tout à fait. Je pense vraiment que sur les sujets d'accès aux soins, comme tous les sujets de santé, on est tous concernés en tant que citoyens et on peut tous s'impliquer dans la réflexion sur des solutions. Et c'est pour ça que j'ai voulu monter l'hôpital, qui est vraiment un mouvement citoyen d'innovation collaborative. On va réfléchir collectivement sur qu'est-ce qu'on peut faire demain pour être mieux soigné, pour que les soins soient plus égalitaires également, et pour finalement co-construire ensemble notre système de santé. Erwan, la Massif, j'imagine, partage ce constat. Comment agit-elle par le biais d'investissements notamment ? Oui, tout à fait. Bon, évidemment, on partage le constat. Les déserts médicaux, souvent on pense à la campagne, mais c'est vrai que dans les zones prioritaires, défavorisées socialement et économiquement, c'est là finalement où on a le plus de délais d'attente pour trouver un médecin et pour avoir recours à des spécialistes. Donc nous, effectivement, l'accès aux soins, c'est au cœur de notre mission de mutuelle. On doit, le why d'ailleurs d'Apivia Massif Mutuelle, c'est favoriser l'égalité à l'accès aux soins. Et donc on met en œuvre un certain nombre de partenariats ou d'investissements dans les startups qui justement favorisent l'accès aux soins pour tous. Je peux peut-être vous laisser, dans ce cas-là, décrire quelques-unes des startups en fait, avec lesquelles que vous accompagnez, Simoptic par exemple. Ouais, tout à fait. Alors, justement, on annonce aujourd'hui la prise de participation dans Simoptic, qui est une société qui vise à raccourcir le parcours de soins dans l'optique en permettant à des gens de faire les tests oculaires directement sur leur lieu de travail ou dans des collectivités, dans les mairies de villages, et qui reçoivent par la poste. Ensuite, ils repartent avec les lunettes et reçoivent les verres clipsables par la poste. Donc, en 15 minutes, vous avez fait le dépistage et vous repartez avec votre paire de lunettes que vous clipsez chez vous une fois que vous avez reçu votre matériel. Donc c'est une innovation qui peut se délocaliser dans tous les territoires et qui permet à tous d'accéder au meilleur prix à la santé, notamment de l'optique. Il y a plein de types de solutions différents. Vous avez aussi Office Santé dans votre portefeuille. Est-ce que vous avez d'autres types de solutions à nous exposer aujourd'hui ? Tout à fait. On fait tout un panel d'investissement sur ces sujets-là, avec le leitmotiv de se dire une solution qui favorise les parcours de soins plus fluides, de meilleure efficacité, accessible au moindre coût dans tous les territoires, c'est une solution qui nous intéresse. Donc, effectivement, vous avez parlé d'Office Santé. Office Santé, c'est une solution, un promoteur exploitant qui construit des maisons de santé dans les territoires et qui permet d'offrir une solution de santé là où aujourd'hui, il y a des déserts médicaux parce que les médecins libéraux passant à la retraite, aujourd'hui, il n'y a pas de relève. Donc, ils sont en train de structurer une offre de santé au niveau local qui rend un vrai service au territoire. Aude, vous, avec l'hôpital, vous cherchez donc à créer des synergies entre l'innovation et l'implication citoyenne via des stages d'immersion, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait, de passer quand même à côté des besoins réels ?
Nous, justement, c'est parce qu'il y avait un risque de passer à côté des besoins réels lorsqu'on crée une innovation qu'on a voulu mettre en place un système qui permet à tout à chacun d'aller d'abord voir quels sont les besoins avant de démarrer une démarche d'innovation. Et je pense que c'est vraiment le seul moyen finalement d'éviter ces écueils-là, c'est d'aller sur le terrain. Donc nous, on a effectivement dans nos activités l'organisation des créatons. Donc c'est des événements qui vont permettre à des citoyens d'aller passer 3 jours en immersion dans un service hospitalier ou dans d'autres établissements de soins pour comprendre les besoins sur le terrain avant de commencer à réfléchir derrière à des solutions innovantes. Et ce qu'on peut faire aussi de manière collective en mixant des experts qui vont savoir nous dire, nous mettre un peu les limites pour savoir ce qui est faisable ou non, et puis des non-experts qui vont avoir des idées un peu plus innovantes, un peu plus qui sortent du cadre, qui vont donner de l'originalité et de la disruption. Et c'est vraiment le mix qui, à mon avis, a de la valeur. Vous travaillez auprès de plusieurs publics, donc les jeunes, d'autres types de publics. Comment ça se passe ? Alors du coup, on a pas mal d'activités différentes. Sur les créatons, on choisit chaque année une thématique. Donc par exemple, la dernière thématique au mois de mars, c'était sur la santé sexuelle des femmes. Avant, on avait travaillé sur la santé mentale. Donc dans ces cas-là, on va aller dans des lieux comme donc là sur la santé sexuelle des femmes, la maison des femmes qui accueille des victimes de violences par exemple, ou en psychiatrie sur les sujets de santé mentale. Donc on va vraiment choisir une thématique chaque année et puis aller là-dessus. En ce moment, on a aussi été missionné. Donc j'ai été missionnée avec Pauline Martineau, qui est médecin en santé publique, par le ministre Olivier Véran, pour faire des propositions sur la promotion de la santé auprès des jeunes. Et donc de la même manière, on a voulu appliquer la même méthodologie et se dire on doit commencer par aller discuter avec des jeunes et avec des professionnels qui travaillent avec eux. Et évidemment aussi avec des experts qui vont nous dire d'un point de vue institutionnel ce qui existe, ce qui peut être faisable. Et à partir de là, on pourra faire des propositions qui seront pertinentes. Et vraiment, je le répète à chaque intervention et j'en suis vraiment complètement convaincue, c'est la seule manière de faire de l'innovation pertinente, c'est de commencer par aller voir les utilisateurs. Et c'est de les garder dans la boucle tout du long, c'est de réadapter aussi ce qu'on propose et de tout le temps s'assurer qu'on est pertinent par rapport à ce qu'eux ont besoin. Et je pense que là, sur les jeunes, c'est particulièrement indispensable puisque leurs références évoluent extrêmement vite, qu'ils sont en fait des petits groupes éclatés qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et que si on ne prend pas la peine d'aller vers eux, de leur demander et puis de leur faire confirmer au fur et à mesure que les dispositifs ont du sens, on est à côté de la réponse en fait. Abdelali, pour rebondir sur ce que dit Aude, est-ce que finalement impliquer les acteurs de l'innovation, de l'économie, c'est une bonne solution ? Oui, je pense que c'est une des solutions, mais c'est pas forcément toute solution est bonne. En fait, je pense que ce qu'il faut considérer surtout, j'en parle souvent avec aujourd'hui des grands patrons qui ont des grosses boîtes tech ou des gros groupes, c'est que la tech ne peut pas solutionner tous les problématiques aujourd'hui de santé publique et d'accès à la santé. En réalité, je pense qu'il faut aussi, et surtout, et ce que dit Aude a raison en parlant des utilisateurs, mais aussi des structures qui ont un besoin de voir comment on peut les connecter entre elles, c'est hyper essentiel. Et ce qui aujourd'hui a manqué, aujourd'hui, à ce qu'aujourd'hui il y ait cet écart d'espérance de vie, mais aussi ce fossé qui est en train de se passer, c'est que on n'a pas pris le temps d'écouter celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui vivent aujourd'hui les inégalités. Et je dis toujours, mon père m'a appris une chose, tu as 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Donc il faut plus écouter que parler. Et surtout, je pense que même les institutions publiques aujourd'hui, je dirais les décideurs, les ministères, ils doivent être dans l'écoute. Je vous vois hocher de la tête, Aude. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec ce que disait Abdelali. C'est des démarches qui doivent être basées sur l'empathie et qui doivent aussi être basées sur la confiance, parce qu'en fait finalement on devrait aussi avoir plus confiance dans l'usager pour nous remonter son besoin et pour proposer des choses qui lui correspondent et dans une démarche qui est aussi beaucoup plus sur du bottom-up, comme on aime bien dire dans les startups, et pas juste sur un truc hyper descendant de nous dans notre bureau on s'est dit que c'était une bonne idée donc on vous le propose, voire on vous l'impose, et que ce soit quelque chose de beaucoup plus collaboratif, de beaucoup plus participatif, qui à mon avis sera beaucoup plus vertueux. Peut-être qu'on peut avoir un mot quand même sur la fracture numérique, parce qu'effectivement vous évoquiez Doctolib également qui pourrait poser aussi des difficultés pour certains pour des prises de rendez-vous, des choses comme ça, c'est des personnes qui n'ont pas accès à Internet. La fracture numérique aujourd'hui c'est un des facteurs d'inégalité.
C'est un des facteurs d'inégalité. J'ai eu le privilège d'échanger avec Stanislas il n'y a pas très longtemps et on doit se revoir très bientôt justement pour qu'aujourd'hui Doctolib ne soit pas juste un accès pour une partie et une frange de la population qui est très connectée. Même si dans les quartiers populaires, il y a des études qui sont sorties, qui ont été faites par l'INSEAD il y a quelques années, qui disaient que les quartiers populaires sont ceux qui ont été en capacité d'utiliser la 3G le plus rapidement. Mais en même temps, de l'autre côté, ils ne sont pas forcément assez à l'aise sur il faut rentrer un mail parce que vous avez des habitants qui n'ont pas d'adresse mail, donc ils ne peuvent pas rentrer sur Doctolib. Et donc il y a un enjeu fort, c'est comment on connecte ces outils aux habitants, mais au-delà de comment on les connecte, c'est surtout comment on les accompagne par la suite, parce qu'à un moment donné, connecter c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour savoir si vraiment ils ont été jusqu'au médecin, jusqu'au spécialiste. Il y a tout un enjeu, et ça c'est des réalités que moi, auxquelles j'ai été confronté en tant qu'infirmier, c'est que parfois les patients ont des rendez-vous, ils oublient, ou ils n'y vont pas, ou ils ne savent pas comment y aller. Le déremboursement de plus en plus aujourd'hui des ambulances fait que les médecins ne veulent plus faire des bons de transport, et donc les patients se retrouvent à devoir se gérer tout seuls, mais le patient il n'a pas les moyens d'y aller. Donc il y a un décrochage aussi sanitaire de ces patients. Donc on parle beaucoup des décrochages scolaires, mais il y a aussi les décrochages sanitaires. On parlait des remontées de terrain donc, qui sont très importantes. J'imagine que par de votre mission, en fait, Erwan, l'innovation quand même fait partie de l'équation. Ma question, c'était, est-ce qu'on peut quand même décemment lier intérêt économique et intérêt général ? Oui, alors je vais revenir un peu sur les discussions parce qu'on est allé super vite. C'est vrai que je partage complètement. Hein. Il faut que les solutions elles émergent du terrain, puisque finalement la réalité du terrain et l'adoption des nouvelles solutions, notamment digitales, elles vont venir parce qu'elles répondent à un vrai besoin. Après, c'est vrai qu'on a besoin aussi de structures qui acceptent une certaine évolution et qui permet, notamment, on parle beaucoup de la data en santé, qui permet de coordonner des parcours de soins plus facilement, d'accéder à un certain nombre de données médicales, anonymisées bien sûr dans le respect de la RGPD, etc., mais qui vont permettre d'améliorer l'efficacité globale du système. Et nous, ça rejoint du coup la question, un système plus performant, ce sera un système économiquement viable où aujourd'hui les mutuelles remplissent un rôle fondamental dans le remboursement, notamment de la santé. Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre donc à Abdelali quand même, qui sous-entend que l'innovation n'est peut-être pas la pierre angulaire en fait de ce combat? Non, il a complètement tort. Non, il a en partie, il a raison. Il faut pas que les solutions qui émergent adressent que 80% de la population. Il l'a dit, hein, il y a un certain nombre. Et là, on parle effectivement des banlieues, mais c'est la même chose dans le rural. Les seniors sans connexion Internet, même sans couverture 4G, etc. C'est un vrai problème. Et les solutions qui émergent ne peuvent pas oublier ces personnes-là qui sont quasiment prioritaires dans l'accès aux soins. Vous voulez rebondir, Aude? Ouais, je peux même de réagir parce que j'ai l'impression que dans la discussion, on est en train d'assimiler innovation et technologie. Et j'ai quand même l'impression que l'innovation, elle existe aussi sous forme d'innovation organisationnelle, d'innovation low-tech. Nous, on s'appelle l'hôpital parce qu'on encourage aussi des innovations qui ne s'appuient pas que sur le numérique. Et je pense que c'est important aussi de se dire que finalement, l'innovation, c'est créer quelque chose de nouveau qui apporte un service et qui a un impact positif. Et que justement, dans la manière de concevoir l'innovation et de se dire, il y a un besoin, on doit répondre, on doit avoir en tête que peut-être qu'on va répondre de manière numérique pour certains publics et peut-être qu'on va répondre autrement pour d'autres publics. Et que être inclusif, c'est aussi faire plusieurs solutions adaptées à chacun, même si on a détecté un seul besoin. Donc je voulais le souligner parce que ça me tient beaucoup à cœur de vraiment faire cette différence entre innovation numérique et innovation tout court, qui est quand même beaucoup plus large. Vous adaptez avec l'hôpital, par exemple? Vous pouvez donner des exemples de projets qui ont émergé avec vos créatons, notamment? Oui, bien sûr. Typiquement, sur les derniers créatons qu'on a pu faire, il y a eu beaucoup de solutions qui n'étaient pas numériques. Par exemple, sur la question de la psychiatrie, en fait, c'est un peu un non-sens de dire on va faire du numérique, puisque ça va être des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'utiliser des outils numériques. D'une part, parce que c'est plus compliqué parfois quand on a des troubles mentaux, et aussi parce que tout simplement en hôpital psychiatrique parfois on n'a pas le droit d'avoir son téléphone, enfin ça va pas forcément être pertinent. Et donc pour donner des exemples de solutions, ça peut être des jeux de société qui vont ouvrir des discussions qui vont permettre de faire de l'éducation thérapeutique,
spécifiques. Ça peut être de l'affichage. Par exemple, sur un service qui accueillait des patients schizophrènes, on a pu proposer un affichage qui permet à chacun de dire voilà, moi j'ai ce talent, qui veut apprendre avec moi, et donc de se dire on valorise l'expertise de chacun, on leur redonne de l'estime d'eux-mêmes, on évite aussi la situation de pur ennui parce qu'on est hospitalisé, qu'on n'a pas des soins toute la journée. Et donc finalement, ces solutions-là qui vont être de l'atelier accompagné avec du carnet, avec de l'affichage, etc., ont aussi énormément de valeur. Et après, on a aussi eu des solutions qui étaient numériques, mais pas forcément compliquées. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on doit aussi avoir dans notre scope quand on réfléchit à des solutions. Ça peut être du service, ça peut être de l'organisation, ça peut être de dire, en fait, mettre ensemble tel et tel acteur pour coopérer, c'est aussi de l'innovation. Et Abdelali, rendre l'accès aux soins plus égalitaire, c'est aussi s'adapter, en fait. C'est ce que vous faites aussi, j'imagine, au quotidien, vous. S'adapter et surtout prendre en considération qu'il y a des gens sur le terrain qui font. Je vais vous donner un exemple concret. Là, on a aujourd'hui créé ce qu'on appelle affectueusement un plancton associatif. Ce sont des leaders de communautés associatives, essentiellement des femmes dans les quartiers populaires. Et donc, on a avec elles formaliser un besoin concret. Donc ce sont des femmes ressources. Et donc on a commencé à former ces femmes d'ailleurs sur des questions qui sont la santé, l'accès à la santé, mais on est en train de les former sur d'autres sujets. L'éducation, le bien manger, etc. Parce qu'on se rend compte quelles sont les forces vives de ces territoires. Et donc on a créé avec elles une cartographie de leurs besoins, mais surtout une cartographie de leur action sur le terrain. Et donc, on a voulu aussi formaliser cela autour d'un tiers-lieu. Donc, on est en train de déployer des tiers-lieux avec des grands groupes comme L'Oréal, BNP et d'autres, qui s'appelle le Café des femmes. Et donc, dedans, il y a tout un process qu'on a formalisé avec elles sur leurs besoins et puis sur leurs enjeux sur leur territoire, parce qu'elles connaissent assez bien leur quartier populaire ou leur zone rurale. Elles connaissent assez bien les habitants, celles et ceux qui ont besoin, les malades, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de troubles psychiques. Donc il y a un enjeu fort, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, il est essentiel de redonner des moyens, d'outiller, de former, de formaliser avec ces acteurs de territoire, ces femmes, qu'elles peuvent faire des choses. Et donc il y a tout un enjeu pour nous de partir du besoin de terrain, avec cette dimension holistique de la santé que nous avons intégrée et sur lequel nous travaillons beaucoup. Parce que souvent on pense que la santé c'est le médicament, alors que pas du tout. La santé est d'abord un état de bien-être mental, physique, social, et non pas uniquement l'absence de symptômes et de maladies. Donc c'est partir du terrain, partir des besoins du terrain pour aussi, et c'est là où moi j'essaye de faire entendre, et la semaine dernière j'ai fait venir toute la journée sur le terrain dans les quartiers, en 93, le patron monde de L'Oréal, Nicolas. Et donc, il a été très à l'écoute de comprendre qu'en réalité, leur financement, et c'est ce que je lui ai dit, il ne faut pas que vos financements aujourd'hui de responsabilité sociétale soient uniquement distribués à celles et ceux qu'on voit à la télé ou ceux qui sont médiatisés. Il faut donner au plancton associatif. Il faut que le plancton associatif, on le renforce parce qu'ils étaient en première ligne pendant la période du Covid dès le départ. Justement, j'allais juste rebondir sur la manière dont vous embarquez en fait, ces grandes entreprises dans vos actions. Comment ça se passe? Comment ça se met en place? Alors, en réalité, on commence à se rendre compte que l'innovation sociétale, elle se fait par le terrain. Et donc, un grand groupe comme L'Oréal, avec qui on est très très connecté, et c'est notre plus gros financeur pour vous dire, eh ben, ils ont une dimension de la santé. Ils vont me dire, attends, ils vendent de la beauté, mais pas du tout, et pas que, puisqu'ils ont un gros projet sur l'estime de soi, qui a fait tout son travail, notamment sur l'accompagnement de patients ayant eu un cancer. Et donc, on part du terrain, on discute avec eux en leur disant, nous, on a besoin de ça parce qu'on sait faire ça, et on a une capacité d'agilité. Et donc, on s'est rendu compte que à un moment donné, on donnait aussi de la matière grise, de l'innovation sociale et sociétale à ces grands groupes. Donc là, d'ailleurs, on est en train de travailler avec eux pour monter une grosse structure sur ces sujets-là. Et donc, on a d'autres grands groupes aujourd'hui avec qui on travaille, BNP et plein d'autres, même aujourd'hui des laboratoires du médicament qui nous soutiennent et qui nous sollicitent. Et puis, on a aussi cet enjeu de faire attention à ne pas travailler avec n'importe qui, n'importe comment. Parce qu'il y a aussi un enjeu de faire en sorte d'être hyper bienveillant avec les habitants et de faire en sorte que ces habitants ils soient, je dirais, intégrés au processus. Donc, il y a un enjeu aussi pour nous, c'est de faire en sorte que ces financements publics et privés de la responsabilité sociétale soient mieux réorientés. Et donc, on est en train de créer une mesure d'impact terrain avec les pairs, avec PRPAIR, les habitants et les habitantes, sous forme de notation. Donc, on a déjà formalisé ça pour les 350 associations. Et donc, on est en train de déployer cette solution avec les acteurs d'hyperproximité. Vous, Aude, comment vous recrutez en fait, les stagiaires que vous emmenez en immersion? Quelle est la démarche des créatons, etc. Comment se composent un petit peu les gens avec qui vous travaillez?
Alors nous sur les créatons, en fait, on est vraiment ouvert au grand public, donc n'importe qui peut s'inscrire. En général, ce que je dis, c'est qu'il y a 2 critères, c'est être sympa et motivé. Et c'est tout l'intérêt aussi, c'est de mixer des profils extrêmement divers qui vont du coup avoir des idées différentes et alimenter le débat de manière constructive. Et derrière, on recrute aussi un certain nombre d'experts qui vont jouer le rôle de mentors et qui vont répondre aux questions des gens pour être sûr que ça avance et débloquer les situations et compléter l'information qu'ils auraient pu trouver sur le terrain pour que pendant le temps aussi de réflexion, ça puisse être complété. Ça, c'est vraiment une partie de notre activité qui est assez mineure finalement, qui est un peu notre vitrine et qui nous permet d'expérimenter des choses, d'affûter notre méthode et de la rendre disponible aussi à tous, parce que moi, je suis vraiment persuadée que si tout le monde prenait un peu ces automatismes-là, globalement, on avancerait quand même un peu plus vite sur les questions de santé. Mais sinon, nous, une grosse part de notre activité, c'est de faire du conseil. On travaille beaucoup avec des acteurs privés, dont par exemple des laboratoires, je rebondis sur ce que tu disais, puisque finalement, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui s'engagent aussi sur ces questions d'accompagnement du patient, d'accès aux soins, de suivi des maladies chroniques, etc., etc., et qui vont d'eux-mêmes se dire, ok, moi je voudrais créer une solution pour les patients qui ont telle pathologie, qui sera mise à leur disposition, pas forcément, c'est pas forcément quelque chose de payant, mais qui leur permettra, d'avoir une meilleure observance, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc nous, on va les aider sur la démarche à nouveau en leur disant, ok, vous avez identifié une population, ne partez pas tout de suite sur une idée que vous avez eue ce matin dans la douche. D'abord, on va aller voir cette population-là, on va aller voir les personnes qui les soignent, on va aller voir vraiment tout l'écosystème de le patient, son aidant, son médecin, son spécialiste, son infirmier, etc. Et à partir de là, on va vous dire, voilà les grands axes sur lesquels ça vaut la peine de travailler. Et idéalement, continuer avec ces gens-là à faire de l'idéation, à co-construire avec eux, jusqu'à arriver à une solution où on se dit, ok, ça sert à quelque chose, ça vaut la peine qu'on mette de l'argent dedans. En passant bien sûr par une phase aussi où on prototype et on teste. Et vraiment, on continue, on fait des allers-retours avec l'utilisateur jusqu'au moment où on va dire, ok, maintenant, ça on le sort, ça vaut la peine. Et donc ça, c'est une grosse partie aussi de notre activité, c'est de faire ces missions de conseil, finalement, de conseil en innovation. Et on choisit les clients qui veulent vraiment avoir de l'impact social, qui veulent vraiment créer quelque chose à mettre à disposition dans la main du patient, dans la main de l'aidant, puisqu'on oublie souvent aussi que les aidants familiaux ont un rôle énorme à jouer, et dans la main des soignants. Peut-être juste pour boucler le tour, Erwan, comment vous choisissez, sur quels critères en fait vous choisissez les startups que vous accompagnez aujourd'hui ? C'est un mélange de critères, hein. Il n'y a pas un seul critère. Bien sûr, il y a la proposition de valeur et ce que je disais tout à l'heure, raccourcir les parcours de soins, offrir une meilleure efficacité de l'ensemble, ça c'est bien sûr le critère numéro 1. Après, il y a la capacité économique de la start-up à rester en place pendant un certain temps. C'est bien d'avoir une super idée, d'avoir un super projet. Si vous êtes incapable de le mener, comme on dit dans les startups, l'exécution en premier, hein, il n'y a que ça qui compte. On le voit bien avec les grandes startups qui réussissent, finalement, c'est pas forcément des idées incroyables, c'est surtout l'exécution. Donc on va s'attacher à vérifier la qualité de l'entrepreneur, de l'équipe, les perspectives et voir un peu ce qu'on peut en faire. On a après la possibilité de faire des synergies avec ces startups pour pousser au maximum, hein, et Massif, avec sa force de frappe, avec tout le groupe, est capable de pousser un certain nombre de startups avec des propositions de valeur intéressantes. Depuis tout à l'heure, on parle du terrain beaucoup et je voudrais vous poser la question à tous les trois. Est-ce que c'est important, voire essentiel, de commencer par là? Je ne sais pas qui veut se répondre. Erwan. Je voudrais juste compléter la réponse d'Abdelali tout à l'heure en disant je trouve ça super ce qu'il fait avec des grands groupes qui sont capables d'avoir ce lien avec le terrain. Et c'est vrai que souvent ce qui manque dans les grands groupes, hein, on est souvent un peu, on se ressemble beaucoup, ça manque un peu de diversité. Et effectivement, il manque ce lien pour approcher le terrain au plus près. Investir dans les startups, faire des partenariats avec des startups locales, ça apporte ce lien, effectivement. Et puis il y a ces associations qui viennent aussi, j'allais dire, factualiser et tangibiliser les solutions qu'on peut imaginer. C'est pas vous qui allez dire le contraire, le terrain c'est essentiel. Ouais, non, c'est ultra essentiel et je pense que les grands groupes qui ont pris ce sujet à cœur, ils vont comprendre que aussi c'est aussi dans leur intérêt positif et c'est à nous aussi d'impulser un plaidoyer pour que les grands groupes aussi, grâce à notre travail terrain, changent aussi leur vision des choses, leur mentalité, parce qu'on a aussi un enjeu fort aujourd'hui au-delà de la santé. On parle aussi beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, la question climatique, l'environnement, et donc ça part de cette base qui est la santé. Et donc il y a un enjeu fort qui est en train de se passer. Et nous, comme on est là depuis plus de 20 ans sur le terrain, on s'est rendu compte que tout ce qu'on a formalisé, mis en place depuis 20 ans, aujourd'hui, en fait,
Ça devient finalement, oui, c'est une priorité, oui, en fait, vous aviez raison, mais nous, notre enjeu, c'est de dire comment on fait bien et surtout vite, et c'est la méthode banlieue santé, c'est faire simple, faire duplicable et impactant rapidement. Donc on a la méthode sucre lent, sucre rapide, et c'est une métaphore qu'on a en interne, parce qu'en vrai, on va vite, mais il faut aussi aller sur le long terme. On peut pas avoir un développement qui se concentre que sur une petite partie. Hein. Il faut que, et ça c'est le rôle de nous tous, c'est d'inclure dans le développement tout le monde, les ruraux, les défavorisés, etc., pour que ça profite à tous, quoi. Il y a vraiment cette notion d'inclusion qui est essentielle. On sait quand même que depuis la crise du Covid, les startups dans le domaine de la medtech, etc., ont explosé. Il y en a de plus en plus. Voilà. Est-ce que les porteurs de projets actuels, selon vous, ont ces consciences-là? Alors, Aude ici est le contre-exemple parce qu'elle fait le lien avec le terrain. Est-ce que vous pensez que tous les fondateurs de startups ont aujourd'hui en tête cette notion de terrain? Ouais, je pense que oui, de plus en plus. Il y a Jean-Charles, le patron de Alan, avec qui on échange, le patron de Doctolib, Stanislas, avec qui on échange. Je pense qu'il y a une conscience qui est en train de se faire. Et moi, je veux leur dire aussi que c'est pas juste, il faut prendre conscience parce qu'il y a eu cette crise et qu'il faut que ce soit cette période-là, mais qu'il va falloir penser à long terme. Et donc, et puis, il faut aussi pas le voir comme une opportunité business, mais plutôt comment on peut prendre cette opportunité pour résoudre des vraies problématiques de ses habitantes et de ses habitants. Et c'est vrai que il y a aussi, c'est à nous aujourd'hui en tant qu'organisation d'impulser un plaidoyer pour qu'il y ait cette mentalité au sein des grands groupes ou des startups qui aujourd'hui ont grossi très très vite, les licornes comme on les appelle. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait aussi des licornes associatives. J'avais une question simplement pour boucler un petit peu le tout. On a parlé donc du numérique, etc. Le numérique, vous le disiez, Aude, il n'y a pas que des innovations technologiques. Quelle est la limite du numérique, je dirais, en matière de santé? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Mais je pense que le numérique, ça sera toujours qu'une partie de la solution, tout simplement parce que on peut pas enlever l'humain du soin. Ça n'a pas de sens. Et je pense que personne n'a envie de se retrouver avec uniquement des applications et des visios, etc. Et que finalement, dans le soin, il y a une grande partie qui est de l'écoute. Alors on parlait d'écoute, d'empathie. Il y a une grande partie de pédagogie qui ne peut pas forcément se faire à distance. Mais je pense par contre que le numérique, c'est une opportunité de partager finalement ces besoins-là entre du temps autonome de la part du patient et du temps avec les soignants qui, on le sait, ont de moins en moins de temps disponible. Et typiquement, tout à l'heure, on parlait d'éducation thérapeutique du patient. Tout comme quand vous allez en cours, vous avez peut-être regardé déjà les cours à l'avance, vous avez regardé un petit MOOC et finalement, le temps passé permet plus de débattre que juste d'être dans du descendant et d'écouter. Je pense que de la même manière, si on a de plus en plus de supports qui permettent chez soi de commencer à s'informer pour qu'arriver chez le médecin, on soit plus dans le débat, dans la discussion et qu'on complète ce qu'on a appris, c'est une première solution. De la même manière, je rentre chez moi, j'ai encore des questions peut-être simples, je peux trouver l'information, je sais pas très bien comment comprimer mes médicaments, j'ai une application qui me permet de suivre l'observance. Tout ça, pour moi, c'est du bonus et du complément par rapport à une relation humaine qui doit rester quand même centrale, je pense. Erwan, vous avez l'air d'accord avec Aude? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, effectivement, je pense que le modèle digital, physique plus digital, c'est la meilleure association qui fait qu'on aura encore une fois un système de soins le plus efficace possible. L'investissement dans Office Santé qu'on a pu réaliser, l'idée c'était bien de construire des maisons de santé, d'avoir une offre de soins physiques au plus près des territoires, dans des zones plutôt sous-denses où un médecin seul peut pas s'installer. Donc il y a bien cette notion de physique et de maintenir le lien sur place. Après, dans ces maisons de santé, on s'aperçoit qu'une solution de télémédecine, une solution de visio avec un expert à distance, ça vient décupler l'offre localement et on gagne en efficacité. En fait, vous plaidez tous pour que le numérique soit vraiment au service du patient, si je comprends bien, au service du soin et donc de l'égalité finalement. Oui et non. Je suis un peu dur des fois avec les startups tech. Non, parce que si demain il y a un bug, et que toutes ces populations ne sont pas formées, qu'elles n'ont pas cette capacité, ce qu'on appelle nous aujourd'hui au sein même de Banlieue Santé, cette capacitation d'agir, ce pouvoir d'agir, parce qu'il y a un enjeu fort de démocratiser la santé. Et donc pour moi, je suis plus focus, j'étais à un moment donné très focus tech, et je me suis rendu compte qu'en fait c'est super pour accélérer le truc et tout, mais en réalité on s'est rendu compte que tous ceux qu'on voulait toucher, c'était pas leur sujet premier d'être très connectés, mais ils avaient envie
Et c'est ce qu'elle dit, Aude, l'empathie, d'être à l'écoute. Ce que dit monsieur avec les structures de santé, de centres de santé qui peuvent s'installer dans des territoires. Et c'est vrai que la tech peut démultiplier l'impact. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que demain, s'il y a un bug, on fait comment on réagit. Et donc, est-ce que c'est la future crise qui peut se passer demain et donc, il y a un enjeu fort, c'est comment on arrive à faire intégrer à ces populations qu'il faut qu'ils se prennent en main. Et donc, c'est tout le travail aussi de Banlieue Santé, c'est cette capacitation d'agir. C'est pour ça que le programme de formation qu'on est en train de monter avec ces femmes ressources, c'est vraiment leur donner ces outils, ces bases, pour que demain, en cas de quoi que ce soit, elles sachent faire mieux qu'elles l'ont fait aujourd'hui. Avant de nous faire rebondir, Erwan, vous êtes combien à peu près, vous appuyez sur combien de personnes à peu près à Banlieue Santé pour se rendre compte? Alors aujourd'hui, on est une équipe de salariés d'une dizaine de collaborateurs et collaboratrices. On va monter à 30 d'ici 2022. On a un maillage de 350 associations. On a près de 5000 bénévoles. On ouvre aux États-Unis très bientôt, au Maroc, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Belgique. Et on est en train de démultiplier l'impact. Et donc, on prend les professionnels de santé au cœur de leur pays et on leur dit, voilà, l'outil, c'est créé, prenez-le, faites-le. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui une capacité de démultiplication rapidement. Et Erwan, du coup, Abdelali, il évoque quelque part la notion de limite. Est-ce qu'il y a une limite au modèle du numérique et de la santé, du coup? Bien sûr, le tout numérique n'a pas de sens. Encore une fois, on a dit, la médecine, c'est avant tout les personnes, c'est beaucoup écouter et accompagner dans le parcours. Donc effectivement, on ne pourrait pas avoir que du numérique et effectivement, c'est un modèle qui ne marcherait pas. Donc on est bien sur le mélange de physique augmenté par le digital pour toucher le plus et démultiplier les faits. Peut-être un mot sur quand même Pardon, Aude. Et j'aime bien quand il m'appelle monsieur aussi. Pardon, Aude, allez-y. Non, moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur le pouvoir d'agir. Je pense que quand j'ai reçu l'invitation pour parler à cette conférence et que le titre c'était comment rendre l'accès aux soins moins inégalitaire, je me suis dit est-ce que c'est l'accès aux soins ou est-ce que c'est le pouvoir d'agir? Parce que finalement dans le soin, dans dire accès aux soins, il y a une notion un peu passive de est-ce que quelqu'un peut venir me soigner en fait? Alors que finalement il y a une vraie question aussi derrière de est-ce que chacun est capable de se prendre en main? Ce qui veut dire, est-ce que chacun a accès à l'information plus qu'aux soins déjà? Est-ce que chacun est capable de prendre conscience de quand il a besoin d'avoir des soins? Et est-ce que chacun est capable aussi d'accepter d'avoir ces soins? Et nous, finalement, là, sur la mission ministérielle dont je parlais tout à l'heure, on s'est rendu compte que c'était finalement au cœur du problème. C'était, OK, l'information, elle est potentiellement disponible mais personne ne la trouve. Je sais pas, par exemple là tout à l'heure je discutais avec la maquilleuse qui m'a fait les retouches et je lui disais est-ce que tu connais les examens de prévention en santé? Donc tout le monde peut aller sur Amélie et puis avoir un check-up global 2h30 gratuit. Mais non, mais en fait, personne n'est au courant que ça existe. Donc, déjà, avoir connaissance de l'existence, c'est un premier problème. Ensuite, c'est prendre conscience qu'on a besoin de quelque chose. On manque aussi d'outils d'autodiagnostic. Comment est-ce que je me rends compte, par exemple, que je suis dans une relation qui va être problématique et que ça va avoir des répercussions sur ma santé mentale? Bah, il y a le violentomètre, on vous a peut-être entendu parler, mais il n'y a pas grand-chose d'autre sur les autres problèmes de santé que je pourrais, moi, essayer d'autodiagnostiquer, me rendre compte de la gravité de ce qui m'arrive ou de ce qui arrive à mes proches. Je pense, par exemple, au harcèlement scolaire, où on ne sait pas détecter chez son enfant si c'est des petites moqueries ou si c'est du harcèlement. Donc il y a ce deuxième sujet qui est comment est-ce que je prends conscience que j'en ai besoin, et le troisième sujet de comment est-ce que j'accepte de me faire soigner. Et là, il y a aussi des questions culturelles, voire idéologiques qui vont rentrer en compte. Je pense par exemple, là, pendant les interviews qu'on a faites avec les professionnels pour la mission ministérielle, à une infirmière scolaire qui m'a expliqué que officiellement, dans les décrets, elle a le droit d'avoir la pilule du lendemain dans sa pharmacie et de la délivrer aux jeunes filles qui viennent la voir. Mais en fait, le directeur de l'école a refusé qu'elle l'ait dans sa pharmacie parce que peut-être que ça inciterait les jeunes à avoir des relations sexuelles, etc. Et donc derrière, il y a aussi le truc de est-ce que je m'autorise à aller chez le psy? Est-ce que j'autorise mes élèves à avoir accès à ceci et à cela? Et donc finalement, je pense que sur l'accès aux soins, c'est aussi le pouvoir d'agir, être au courant, prendre conscience et puis décider de le faire aussi. Justement, pour parler un petit peu d'actualité avec la crise du Covid quand même, qui a eu un certain impact sur l'inégalité aux soins, je voulais avoir en vraiment une minute chacun peut-être votre ressenti par rapport à ça. Comment en fait vous pensez que ça a affecté la prise en charge ou l'innovation peut-être en santé ? Alors en une minute, moi je pense que ça a justement donné envie aux gens de s'engager et d'agir. À ce moment-là, je travaillais pour la PHP. J'ai lancé un appel à volontaires en disant on est en galère les gars, qui peut venir nous aider?
hors soins, vraiment sur toutes les dimensions administratives. En une semaine, j'ai eu 10 000 personnes qui ont répondu. En un mois, ils étaient 20 000. Et les gens, on leur disait, OK, là, il faut quelqu'un pour venir tourner une vidéo de rééducation. Et le lendemain matin, ils étaient là et filmaient. Je pense qu'il y a eu aussi un mouvement de... On nous dit qu'on est en guerre et on doit rester à la maison. Nous, on veut prendre les armes, on veut agir. Et je pense que ça va durer aussi au-delà du Covid, de cette prise de conscience que nous aussi, on peut participer, on peut agir. Donc moi, je reste sur ce pouvoir d'agir, cet engagement citoyen, j'y crois. Ouais, 2 éléments pour répondre à la question, hein. Nous, juste avant le Covid, on a lancé une start-up interne qu'on a appelée Granier Charlie, qui vient justement aider, favoriser les aidants, mettre en relation des aidants et des aidés. Et les aidants, c'est des étudiants. Avec le Covid, on a eu un nombre de candidatures d'étudiants où les gens voulaient se mobiliser pour les seniors, pour aller faire leurs courses, pour les accompagner, pour leur faire sortir. Et c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'élan de solidarité qui s'est exprimé. Et c'était effectivement très, très intéressant. Deuxième chose que je voulais dire, c'est le Covid, on a eu l'explosion de la téléconsultation. On pense que c'est rentré dans les usages et qu'on apporte une solution supplémentaire, même si, on l'a dit, elle n'est pas optimale. On se rend compte que finalement, là, post-Covid, l'usage commence à redescendre et on ne sait pas très bien où est-ce qu'on va revenir exactement au même niveau qu'avant ou pas. Donc, ça rejoint un peu le fait de dire c'est une solution, elle n'est pas encore complètement adoptée. Le physique et finalement la relation humaine avec le médecin est quand même primordial. Donc un peu une interrogation sur la suite. Et le contact sur le terrain, du coup? Oui, sur le terrain. Ce matin, j'étais avec une préfète d'un département juste avant de venir. Et je lui dis, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du Covid, mais on oublie de parler des maladies aujourd'hui chroniques, d'énormément de patients aujourd'hui qui ne viennent plus, comme je disais tout à l'heure, en consultation chez le spécialiste et chez le médecin. Et donc, il y a un enjeu fort. Moi, j'ai plein d'amis oncologues, radiothérapeutes qui ont très peur et me disent on a une baisse d'activité. Et une baisse d'activité, ça veut pas dire qu'il y a de moins en moins de maladies, mais qu'il y a peut-être de plus en plus de maladies cachées et que les patients ne viennent plus. Et donc, il est essentiel de garder contact avec elles, de leur dire il faut aller voir votre spécialiste. Et c'est pour ça que c'est essentiel, c'est au cœur en réalité des initiatives, d'être sur le terrain, de comprendre ce qui se passe et de surtout faire en sorte d'orienter au mieux ces patients. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on approche de la fin de ce débat. Merci Abdelali, merci Aude, merci Erwan, merci Marion. Je vous propose donc de rester avec nous pour la suite. Je reste ici à mon siège. On va parler donc de l'homme augmenté avec la thématique suivante. Peut-on penser l'homme augmenté sans diminuer le vivant ?